bien. Revue de littérature. On va voir la structure et le contenu. Comment est-ce qu'on arrive à agencer tout ça? D'emblée, je vais distinguer deux types de revues de littérature qu'il faut bien comprendre et savoir dans quel cas on se situe et savoir quelle valeur on peut donner à l'une ou l'autre des formes. Il y a ce qu'on appelle les revues systématiques qui ont ces caractéristiques-ci. Premièrement, la méthode utilisée est rigoureuse et est rapportée de manière reproductible. Ça veut dire que quand quelqu'un fait une revue systématique, je peux prendre son protocole et faire exactement la même recherche que je vais trouver exactement la même chose. C'est pour ça qu'on dit c'est reproductible. Parce qu'il y a une méthode qui est clairement définie, comment on l'a fait et qui est publiée telle que tout le monde peut prendre et refaire la même chose. Tandis que souvent dans ce qu'on appelle les revues narratives, souvent la méthode n'est pas très rigoureuse. Je tape un peu un mot, je vois ce que ça donne, je tape encore l'autre, je teste aussi comme ça. Un temps, je tombe sur quelque chose, n'est-ce pas? Ça, c'est les revues narratives et souvent, ce n'est pas reproductible. Je vais seulement te dire que j'ai trouvé telle chose. Peut-être qu'il y en avait d'autres, peut-être qu'il y en avait plus, mais de toute façon, je te montre simplement ce que j'ai trouvé. Également, les revues systématiques vont chercher dans pratiquement toutes les bases de données qui existent. Tout. Tel que s'il y a l'information quelque part, on va finir par la trouver parce qu'on aura cherché dans toutes les bases de données qui existent. Alors que les revues narratives vont souvent chercher dans les bases de données les plus courantes ou parfois seulement ce qui est disponible. Donc, ce à quoi j'ai accès, je vais chercher là-dedans et puis souvent c'est suffisant comme ça. Les revues systématiques, souvent, c'est pour répondre à une question précise. Par exemple, quelle est la prévalence du lupus dans le monde? Je fais une revue systématique pour voir toutes les études qui ont porté sur la prévalence du lupus. Alors que souvent les revues narratives vont permettre de rappeler les informations qui sont déjà connues. Souvent, ça ne va pas cibler une question précise, mais va faire un peu comme un état des lieux, un rappel des connaissances de manière globale sur ce qui est déjà connu. Souvent, la revue systématique va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est à un moment où on commence la revue et quand on va la finir, parfois ça prend 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas une personne qui travaille dessus, n'est-ce pas? Alors que les revues narratives, on peut la faire en une soirée. De toute façon, je n'ai pas d'exigence sur la méthode, ni sur l'exhaustivité des bases de données que je vais fouiller, n'est-ce pas? Et les revues systématiques, c'est ce qu'on appelle la recherche secondaire. Vous entendez probablement parler de ça. Bon, j'ai un conflit d'intérêts. Il se trouve que je travaille avec Cochrane Cameroun, dont je suis le coordonnateur, qui fait essentiellement les revues systématiques. Donc, je sais à peu près de quoi je parle quand je parle des revues systématiques, n'est-ce pas? Et les revues narratives vont prendre moins de temps, je l'ai dit. C'est souvent ça qu'on va faire dans son protocole ou dans son mémoire ou dans sa thèse. C'est des revues narratives. Donc, ce qu'on attend de vous, ce n'est pas d'être exhaustif comme une revue systématique, mais c'est de trouver une information là où on va la trouver et de la présenter dans la section revue de littérature. Pourquoi on fait une revue de littérature donc? La partie de littérature du protocole là, à quoi ça sert? C'est pour rappeler les informations ou encore les données ou encore les connaissances qui vont permettre premièrement de comprendre le problème que j'ai posé. On a parlé dans l'introduction du problème de recherche, n'est-ce pas? Pour que quelqu'un puisse bien comprendre le problème que je pose, il y a des choses qu'il doit connaître. Tel que s'il ne connaît pas ça, il aura du mal à comprendre le problème que je suis en train de poser. Ces informations qui vont permettre de comprendre ma question de recherche, de comprendre la méthode que je vais utiliser. Donc, les éléments de la méthodologie qui ne sont pas très communs ou très courants, je vais les rappeler dans ma section revue de littérature. Est-ce qu'on se comprend là? Très bien. Également, c'est les éléments qui vont me permettre de comprendre les résultats qui sont présentés
et de situer ces résultats dans leur contexte. C'est à ça que c'est la revue de littérature. Donner les informations qui me permettront de comprendre tout ceci. Et c'est pour ça que finalement, le but c'est permettre à ceux qui ne sont pas du domaine de profiter du travail que je suis en train de faire. C'est-à-dire si quelqu'un qui fait sociologie en Guayaquil veut comprendre ton étude sur les affections bucco-dentaires chez les réfugiés, qu'est-ce qu'il doit connaître? Bon, il est clair que si je ne lui explique pas ce que c'est les affections bucco-dentaires, il peut croire que c'est une maladie mystique, non? Bon, il aura raison parce que tu ne lui as pas dit ce que c'est. Si je fais une étude où je vais utiliser le score, c'est score de quoi là? Alvarado, par exemple. Je ne dis pas ce que c'est. On aura du mal à comprendre de quoi je parle. Si je veux utiliser le questionnaire de l'OMS pour évaluer la dépression, par exemple, je dois pouvoir expliquer ce que c'est pour qu'on comprenne bien la méthode que je suis en train d'utiliser. Si je ne rappelle pas aux gens, par exemple, que dans d'autres pays, le lupus est une maladie rare, ils auront du mal à comprendre pourquoi toi tu dis que ça touche 0,5% des personnes. On aura l'impression que peut-être je n'ai pas bien fait le diagnostic. Or, quand je vais rappeler le contexte, mettre ça dans le contexte, en faisant une bonne revue de littérature, on comprendra mieux le résultat que je vais présenter. Donc, c'est à ça que c'est la revue de littérature. Et je prends un exemple. Ça, c'est l'étude que j'ai faite en 7e année. Facteurs déterminants du pronostic fonctionnel des accidents vasculaires cérébraux dans la ville de Yaoundé. Ça, c'est l'étude que je vais faire. Je vais étudier les facteurs qui déterminent le pronostic fonctionnel après un AVC. N'est-ce pas? OK. Qu'est-ce qu'il me faut pour comprendre la question et le problème de recherche qui sont posés ici, à votre avis? Quelqu'un qui n'est pas du domaine, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il comprenne la question et le problème que je suis en train de poser ici? Bien, tout le monde va comprendre. Oui. Est-ce que c'est ça le premièrement? L'autre a dit que AVC, c'est Aboubakar Vincent du Cameroun. Que ça, c'est Aboubakar Vincent. Il peut croire que... Donc, Aboubakar Vincent, il aime bien la médecine. Donc, premièrement, il faut d'abord qu'on définisse ce que c'est un AVC, n'est-ce pas? Qu'on dise comment est-ce que ça se présente. Il y a quelques éléments qui sont... Il faut qu'on ait la définition de l'AVC, qu'on ait les types d'AVC, qu'on ait la présentation clinique, comment est-ce que ça se manifeste, qu'on ait les éléments de diagnostic et de prise en charge usuels. Normalement, ça doit être pris en charge comment? Parce que pour qu'on comprenne après ce qui influence le pronostic, il faut qu'on sache d'abord, normalement, ça se soigne comment? Pour maintenant chercher à savoir, OK, qu'est-ce qui fait qu'après l'AVC, tel va retrouver l'usage de ses membres, tel ne va pas retrouver l'usage de ses membres, n'est-ce pas? Donc, ça fait que même de manière intuitive, on peut déjà s'imaginer qu'est-ce qu'on a besoin de connaître pour comprendre le problème. Et c'est ça qui va rentrer dans la revue de littérature. On se comprend, non? Très bien. Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre la méthode que je vais utiliser, ma méthodologie? J'ai mis quelques exemples là. Non, là, je suis encore sur le problème de recherche. Il faut comprendre la gravité de la situation. C'est pour ça qu'on va, par exemple, donner les informations épidémiologiques sur les accidents vasculaires cérébraux. Il faut comprendre quelle est la situation actuelle par rapport au pronostic. Et c'est souvent ça qui va rentrer aussi dans les rappels épidémiologiques, les rappels de pronostic de l'infection, pour mieux cerner donc les facteurs déterminant le pronostic fonctionnel. Dans la méthodologie, par exemple, il faut expliquer aux gens quels sont les outils qu'on utilise pour évaluer le pronostic fonctionnel. Qui connaît l'index de Battle? Non, personne. Voilà. Imaginez que je ne vous explique pas ça. Je vous dis dans mes résultats qu'en fait, pour le pronostic fonctionnel,
L'index de Battle moyen était de 63,5. Tu as envie de dire que, mais Battle commence à combien, ça finit à combien? En fait, tu es complètement perdu. C'est pour ça que dans ma revue de littérature, je dois expliquer aux gens c'est quoi l'index de Battle. Je peux à ce moment parler même de l'historique si je veux. Je dois dire comment est-ce que ça s'évalue, comment est-ce que ça se cote. Le score va de 1 à 100 par exemple. Lorsqu'on a plus de 60, on a une autonomie pour les activités de la vie courante. Je dois expliquer mon score pour qu'à la fin, on comprenne la méthode que je suis en train d'utiliser. C'est à ça que c'est la revue de littérature. Ce n'est pas le copier-coller modifié, n'est-ce pas? Souvent, on oublie même de modifier, ça reste seulement copier-coller. Tu lis une étude sur les femmes en âge de procréer, après tu comprends seulement les tumeurs de la prostate. Tu dis que les femmes en âge de procréer, on fait quoi avec les tumeurs de la prostate? Parce qu'on a copié-collé, on a oublié de modifier, n'est-ce pas? Non. Il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on doit connaître pour comprendre mon problème, ma méthode et les résultats et le contexte dans lequel je suis en train de travailler. Pour comprendre les résultats, par exemple, pour cette étude-ci, je dois rappeler les résultats des autres études. Ceux qui ont aussi évalué les facteurs déterminants le pronostic fonctionnel comme moi, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je dois pouvoir présenter aussi dans ma revue de littérature pour qu'on puisse comprendre justement tous ces éléments qu'il y a ici, n'est-ce pas? Et je vais vous présenter, bon, on va voir un exemple à la fin. La revue de littérature, souvent en termes de contenu, on aura deux grandes parties. Première partie, c'est le rappel des connaissances. Donc, le rappel de ce qu'on connaît déjà, le rappel des connaissances. Ici, c'est les notions de sciences fondamentales, anatomie, histologie, ainsi de suite. Les notions de sciences cliniques, telles que la sémiologie, ainsi de suite. Les notions même de thérapeutique qu'on va rappeler comme rappel des connaissances. En gardant à l'esprit que le but, c'est que les gens puissent comprendre le travail que je fais. Très bien. Pour ceux qui étudient une pathologie, souvent on va conseiller d'utiliser le plan CAMES. On connaît le plan CAMES, non? Voilà, donc quand je fais une pathologie, souvent le rappel des connaissances va porter sur le plan CAMES. Et en plus, il faut décrire les autres aspects particuliers. Pour ceux qui travaillent en chirurgie, par exemple, ils doivent décrire les techniques opératoires qu'ils vont utiliser ou qu'ils sont en train d'évaluer. Ceux qui ont des outils de collecte particuliers comme des scores ou des questionnaires doivent pouvoir les décrire dans la revue de littérature. N'est-ce pas? Donc, rappeler les connaissances qu'il est important d'avoir. L'autre grand groupe ou l'autre partie, c'est l'état de la question. Où ici, on va présenter les résultats des études antérieures qui ont été menées. Donc, c'est vraiment des travaux où les gens sont allés collecter les données, analyser, publier des articles. Je vais rappeler leurs résultats, souvent de manière structurée, en fonction de mes objectifs spécifiques. Donc, l'état de la question, c'est présenter les réponses que les autres ont eues à mes objectifs spécifiques. Ce n'est pas seulement ce que les autres ont eu par rapport à mon objectif principal. C'est pour ça que cette section, en général, il faut la structurer selon ses objectifs spécifiques. Ça veut dire quoi? Si mon premier objectif, c'est d'écrire les caractéristiques des patients admis pour insuffisance cardiaque à l'hôpital central, il faudrait que dans l'état de la question, que mon premier point soit ce que les autres ont trouvé comme caractéristiques des patients admis pour insuffisance cardiaque. Même si mon étude portait sur la pratique de l'échographie sur l'insuffisance cardiaque, je ne dois pas seulement faire l'état de la question sur la pratique de l'échographie elle-même, mais chacun de mes objectifs spécifiques, je dois présenter ce que les autres ont trouvé par rapport à cet objectif spécifique-là. N'est-ce pas? Et il y a un attention là, attention, ne pas chercher seulement les études qui ont le même titre ou qui abordent la même question. Donc, ce n'est pas seulement de regarder qu'est-ce qu'on a trouvé aussi sur la pratique de l'échographie, non. Si j'ai un objectif spécifique, je dois chercher les informations qu'on a eues
ou que les autres ont trouvé par rapport à cet objectif spécifique-là. Et c'est pour ça qu'il faut un gros travail de recherche documentaire lorsqu'on est en train de faire la revue de littérature. On verra la prochaine fois comment on fait la recherche documentaire et comment est-ce qu'on organise dans ces deux sections. Il y a deux possibilités. Là, ça va dépendre de ce que vous ou votre encadreur va préférer. Première option, les deux groupes d'informations peuvent être présentés séparément. Donc, j'ai revue de littérature comme grand titre. Un, rappel des connaissances. J'ai fini de rappeler. Deux, état de la question. Je prends l'étude antérieure qu'on a eu à faire sur chacun de mes objectifs spécifiques. L'avantage ici, c'est que souvent, quand on va faire la discussion, on en parlera bien plus tard, je vais me retrouver plus facilement. Parce que ma discussion se fait en fonction de mes résultats. Lesquels résultats sont présentés par objectif spécifique. Donc, quand je vais vouloir discuter les résultats du troisième objectif, j'ai déjà un endroit où j'ai les études antérieures qu'on a faites qui donnent aussi les résultats comme mon troisième objectif. Et donc, c'est vraiment plus facile. Quand je vais arriver sur le quatrième objectif, je connais les études qui parlent comme le quatrième objectif et j'ai directement les autres études avec lesquelles je vais discuter mes résultats, n'est-ce pas? Mais l'inconvénient, c'est que souvent, ça donne l'impression qu'on a deux revues de littérature. C'est comme s'il y avait une revue de littérature et puis encore une revue de littérature. Bon, maintenant, à chacun de voir selon ce que son patron va dire. L'autre option, c'est de présenter les deux groupes d'informations en même temps. Et pour faire cela, souvent, dans le rappel des connaissances, à chaque fois, on va présenter les études antérieures qui ont cette information-là. Par exemple, quand je vais dire plan CAMES, épidémiologie, peut-être mon étude porte sur la prévalence de l'affection. Je vais décrire la prévalence de manière globale et puis je vais dire, en fait, il y a telle étude qui a été menée à Bamenda qui a trouvé que la prévalence est de telle chose. Il y a telle étude qui a été menée au Soudan qui a trouvé que la prévalence est de telle chose. Donc, je rappelle directement dans la section épidémiologie les études antérieures qui ont aussi rapporté la prévalence comme ce que je suis en train de chercher. Quand je vais arriver sur présentation clinique, je vais dire, OK, les AVC se présentent par un déficit moteur. Ça peut être hémiplégie, hémiparésie, ainsi de suite. Et je continue une fois en disant, une étude que Jamshi et collaborateurs ont fait a montré que l'hémiplégie représentait 25% des patients qui sont admis. Donc, en même temps, je rappelle les connaissances, comme dans le livre. En même temps, je présente les études antérieures qui ont été menées sur la question, n'est-ce pas? L'avantage, c'est qu'à la fin, on a vraiment une seule section revue littérature. Mais l'inconvénient, c'est que souvent, déjà, c'est plus difficile à faire parce qu'il faut vraiment être habile pour intégrer cela dans des phrases cohérentes. Mais en plus, lorsqu'il faudra faire la discussion, il faut encore revenir fouiller pour trouver quelles sont ces études dont on a besoin. Mais au finish, chacun va choisir, souvent selon ce que l'encadreur a l'habitude de faire, quel est le schéma, la façon de présenter qui vous convient le mieux. Et on va terminer avec cet exemple. Lorsqu'on veut faire une revue de littérature, je crois que ça, je ne l'ai peut-être pas dit. Encore une fois, on ne commence pas par une feuille blanche, n'est-ce pas? On va commencer à écrire. On ne commence pas non plus sur Internet. On va chercher pour copier-coller. Mais il faut avoir un plan de sa revue de littérature. De préférence, faire corriger ce plan-là. Ça veut dire quoi? Je m'assois d'abord, je réfléchis, OK, qu'est-ce que je vais présenter comme information? Peut-être c'est une pathologie. Je vois dans le plan CAMES, quels sont les éléments qui sont pertinents, qui vont permettre de bien comprendre la question que je suis en train d'étudier. Par exemple, quelqu'un qui fait une étude sur le cancer peut mettre dans son plan CAMES des rappels histologiques et peut ne pas avoir des rappels anatomiques. Quelqu'un qui fait une étude sur une affection chirurgicale peut avoir des rappels anatomiques et ne pas avoir des rappels histologiques. On se comprend, non? Donc, selon ce que j'étudie, je dois m'asseoir et définir clairement quel est le plan que je vais suivre, quels sont les éléments qui vont rentrer dans ce plan-là. Ça, c'est l'exemple du plan de revue de littérature de l'étude que j'avais faite. Première partie, rappel des connaissances. Et puis, deuxième partie, c'est état de la question. Donc, revue des études antérieures menées là-dessus. Là, j'ai généralité.
2. Diagnostic clinique. 3. Diagnostic paraclinique. 4. Prise en charge. Dans généralité, j'ai 1.1. Définition et type d'AVC. 1.2. Rappel sur la vascularisation de l'encéphale. 1.3. Physiopathologie. Non, 1.3. Épidémiologie et 1.4. Physiopathologie et étiologie des AVC. Donc ça, c'est à peu près comme dans le plan CAMES. Présentation clinique. J'ai 2.1. Les infarctus cérébraux. 2.2. Les hémorragies parenchymateuses. Dans le diagnostic, j'ai 3.1. Imagerie médicale. 3.2. Les autres examens. Et en principe, après, j'ai encore des sous-titres, peut-être 3.1.1, c'est le scanner cérébral, 3.1.2, c'est l'IRM. Dans d'autres, j'ai peut-être 3.2.1, les examens de biologie, 3.2.2, ainsi de suite, pour avoir un plan qui est détaillé, qui me permet de savoir la structure que je vais suivre, qu'est-ce que je vais présenter comme information. Et c'est souvent ça qui va permettre que quelqu'un puisse d'emblée vous dire, est-ce que votre revue de littérature cadre bien avec l'étude ou pas? Est-ce qu'il y a des informations majeures qu'il faudrait rappeler? Est-ce qu'il y a des choses que vous rappelez là qui ne sont pas vraiment intéressantes? C'est en regardant le plan qu'on va suivre cela. Et dans les études antérieures, 1. Le pronostic vital. 2. Les facteurs cliniques. 3. Les facteurs paracliniques. Et puis après, maintenant, on a le pronostic fonctionnel. 1. Les outils d'évaluation et 2. Les facteurs influençant le pronostic fonctionnel. Vous voyez que là, dans 2.1, c'est les outils qui sont utilisés pour évaluer l'autonomie fonctionnelle des patients. Où je vais maintenant décrire, il y a peut-être 4 ou 3 index. Tel index qui veut dire ceci, ceci. C'est dans la revue de littérature que je rappelle tout cela pour qu'on puisse comprendre ma méthodologie et qu'on puisse comprendre mes résultats à la fin, n'est-ce pas? C'est pour ça que normalement, quand je fais la revue de littérature, ce n'est pas seulement de prendre la thèse du Seigneur qui faisait à peu près la même chose. Et je recopie seulement ça pour mettre là-dedans. En général, d'ailleurs, je vous déconseille vraiment de lire une revue de littérature avant de faire la vôtre. Parce que votre cerveau va se mettre dévié comme ça là. Tu veux réfléchir, ça tombe seulement sur ce que tu as lu. Tu veux réfléchir, ça tombe seulement sur ça. Sans savoir qu'en fait, le gars qui a fait ça était parti de rien. Il a réfléchi, il a rassemblé des éléments. Souvent, c'est mieux que quand tu as fini ton plan de revue de littérature, tu peux prendre celui de l'autre maintenant et regarder. Peut-être qu'il y a des choses que tu as oubliées, peut-être qu'il y a des choses que tu as ajoutées. Et ça va souvent te permettre de faire quelque chose de meilleur, n'est-ce pas? Et sachez-le, prendre celui du Seigneur et de mettre, il y a de fortes chances que ton jury soit le même que le sien, non? Il dit que, mais pourquoi la thèse ressemble à un truc que j'ai lu comme ça là? Il prend seulement l'ancienne thèse, il dit que, mais tiens, ça c'est quelqu'un qui est un blagueur. Et la soutenance peut tourner au vinaigre, n'est-ce pas? Voilà. Ok, donc il faut travailler là-dessus. Et l'exercice que vous avez à faire, c'est faire le plan de votre revue de littérature. Je ne suis pas encore d'en rédiger. Faire un plan que votre encadreur pourra valider ou qu'on pourra discuter lors de la prochaine rencontre pour voir qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce que ça cadre bien avec le sujet que vous posez? Et voilà. Voilà, on va bientôt terminer. Ça, c'est le livre dont je parlais tout à l'heure. J'ai une copie là que vous pourrez feuilleter. Guide pratique d'initiation à la recherche quantitative en santé. C'est un peu le résumé de tout ce qu'on est en train de discuter là, n'est-ce pas? Il y a par exemple un chapitre sur revue de littérature, il y a un chapitre sur recherche documentaire et vous pouvez l'utiliser. C'est un document d'à peu près 300 pages, 360 par là, mais qui rappelle dans chaque section les éléments à connaître et avec des exemples pratiques. Les images que vous voyez, je mets là, c'est du livre que j'ai extrait pour présenter.